On est parti? Bonjour à tous, bonjour à la société Odoo. Pierre Marcolini, fondateur de cette jolie maison, d'un projet absolument ambitieux, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un chocolat de qualité, est-ce qu'on peut faire un chocolat éthique, est-ce qu'on peut faire un chocolat, alors j'aime pas le mot luxe, mais quelque part un chocolat un peu exceptionnel et qui a une personnalité. On vous montre ça, suivez-moi. Ça c'est un peu la banque de la maison Marcolini. Alors c'est pas des billets, mais c'est plutôt des fèves de cacao et on commence effectivement par des pays planteurs. Vous avez Cuba, Madagascar, Pérou. La fève de cacao va être torréfiée, donc elle va être grillée. À l'intérieur, vous avez un tambour et vous avez une flamme qui va lécher les fèves de cacao. Ça, c'est là que commence l'aventure. On continue ? Là, on sent que le moteur démarre. On a récupéré ça d'un vieux Boeing. Pas du tout, hein, c'est une blague, mais ça ressemblerait. Ça, c'est le début de l'aventure. C'est ce qu'on appelle un chocolat 100%, il n'y a pas de sucre. On a vu la liqueur, on la récupère, on va rajouter du sucre. En général, dans la maison Marcolini, on est plutôt 70% de chocolat et 30% de sucre maximum. On a mélangé le sucre et les fèves de cacao et on va broyer ça. Voilà, la poudre qui arrive, on voit les cristaux de sucre, on a les premiers arômes qui arrivent. Hein. Premier passage et puis deuxième passage. Donc vous avez cette poudre de chocolat pratiquement. Après ça, on met ça dans une conche et en fait on va broyer le chocolat, on va l'homogénéiser, on va lui donner une texture et à partir de là, va s'écouler le chocolat et on va commencer à le travailler. Donc c'est-à-dire on va le travailler soit en forme de praline, soit en forme de tablette. Il faut savoir que ce procédé que je viens de vous montrer, le mouvement bean to bar, donc c'est-à-dire de la fève à la tablette, je pense qu'en Europe on doit être une trentaine à partir effectivement de la fève de cacao. La fierté de la maison Marcolini, c'est de travailler en amont, de travailler à partir de la fève de cacao, de discuter avec les planteurs, d'avoir une valorisation par rapport à ça, de maîtriser ce processus-là et effectivement d'avoir son propre chocolat. Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Sans doute pas, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'il est différent et qu'il a une personnalité. Bonjour, alors on est ici chez Pierre Marcolini Group. Bonjour Pierre. Bonjour Fabien. Olivier. Bonjour Fabien. Et Frédéric. Bonjour. Alors moi, je suis vraiment content de venir ici puisque j'ai goûté les chocolats Pierre Marcolini pour la première fois il y a 2 mois je pense. Et je peux dire que c'était vraiment une expérience. J'avais une boîte avec 4 tiroirs, on s'ouvrait, il y avait l'histoire, il y avait de la culture, des pays exotiques. C'était vraiment une grande expérience, c'était pas juste le goût. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour en arriver là? Alors, je pense qu'on le fait par... Je crois que pour en arriver là, il faut le faire avec conviction, il faut le faire avec passion. Et pour en arriver là, ça paraît, on pourrait croire que ça paraît facile. Avec Olivier, on va vous expliquer qu'il y a un long chemin de croix pour arriver effectivement à susciter de l'émotion. Ce que j'entends dans ce que tu disais, c'est effectivement de se dire, tiens, des chocolats qui ont une certaine personnalité, des chocolats qui disent autre chose que ce qu'on peut imaginer dans le monde du chocolat. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 25 ans. Donc l'entreprise, elle a été créée en 1995. Avec une petite anecdote, si le temps nous le permet, je pense que dans toutes les entreprises, il y a toujours une histoire. Et feu mon beau-père à l'époque, on a commencé dans 30 mètres carrés à Crenem. 30 mètres carrés, on ouvre la porte, on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, on verra. Et au bout de quelques mois, le succès était là. 30 mètres carrés, quelques mois, ça débordait partout. Et j'ai la possibilité d'obtenir les 30 mètres carrés supplémentaires. Il y a juste un mur mitoyen et une porte. Et feu mon beau-père débarque et il me regarde et je lui dis, bon pas, on a pu avoir les 30 mètres carrés supplémentaires, j'ouvre cette porte et il me regarde avec cette phrase exceptionnelle me dire, est-ce que tu n'as pas vu un peu trop grand? Et c'est extraordinaire parce que je pense que vraiment, et je crois que dans Odoo il doit y avoir ça, des phrases à un moment donné qui te marquent et qui disent, tiens au fond, et ça m'a fait peur, je me suis dit, mais 30 mètres carrés à 60 mètres carrés, puis alors 500 mètres carrés, je fais bref. Et aujourd'hui vous avez combien? Aujourd'hui on est plutôt à 2500 mètres carrés. L'idée c'est d'amener un projet, l'idée c'est effectivement de faire un chocolat qui est différent, avec une personnalité. Parfois on me dit, mais est-ce que c'est un chocolat belge ou est-ce que c'est un chocolat, parce que j'ai appris aussi en France, est-ce que c'est un chocolat français? Je dis non, c'est un chocolat comme un cuisinier, c'est un chocolat qui s'appelle Pierre Marcolini, avec une équipe derrière et avec un goût, avec une personnalité, un peu comme dans le monde du vin. Ça c'est mon rêve, c'est qu'à un moment donné,
quand on goûte un chocolat, on se dit ouais, attends, ça c'est Marco. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Sinon, on a un chocolat qui est standard. Et ce qui a induit à quoi? A induit effectivement à se dire si on veut qu'il y ait au plus fort du goût, au plus fort effectivement d'une identification, eh bien c'est de partir à partir de la fève de cacao comme on le faisait au début du XXe siècle. C'est juste ça, repartir à la base, repartir au début de l'aventure du chocolat, c'est-à-dire à partir d'une fève de cacao. La torréfier, la torréfaction, on dit toujours que c'est l'âme du chocolatier, c'est là où on amène évidemment les choses. Et donc ça a été tout ce changement de culture, ce changement d'approche, mais aussi une découverte qui est en fin de compte toutes les fèves de cacao. C'est de dire, tu découvres qu'il y a du Forastero, du Trinitario, du Sud del Lago. Alors, au départ, tu crois que c'est des clubs de foot espagnols, et en fin de compte, c'est des cépages. Tu te rends compte que tu es dans le même schéma que dans le monde du vin, c'est-à-dire, on va te parler du végétal, on va te parler des fèves de cacao, on va te parler de te dire, tiens, ces notes, elles sont un peu acidulées, ces notes, elles sont un peu fruits rouges, pas parce qu'on a rajouté des fruits rouges, simplement parce que la fève s'exprime par rapport à ça. Et ce que j'ai eu comme chance, et je le dis, il est là, comme chance, c'est d'avoir 3 amis. Il y a Olivier qui nous a rejoint effectivement dans la partie opérationnelle, un peu comme pour reprendre l'expression d'Olivier, pour nettoyer un peu l'écurie, parce que quand on est une jeune entreprise, les 5 premières années, on commence d'abord à balbutiner, à marcher, puis les 5 autres, c'est la crise d'adolescence, hein, on veut tout. Et puis là, exactement, et je pense que voilà, la structure, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est en fait le projet, exactement, le process, croissance à 2 chiffres, et tu dis ça y est, c'est arrivé, puis c'est pas totalement arrivé. Et puis tu ne regardes pas forcément le bas de bilan, c'est plutôt, comme moi je suis créatif, c'est plutôt le produit. Donc à un moment donné, ramener à la raison. Et voilà, donc ça c'était... je pense qu'à travers ce message-là, c'est pourquoi c'est un chocolat qui est différent. Et ce que tu m'as fait plaisir, c'est effectivement de susciter de l'émotion. Moi je m'interroge toujours, c'est une réflexion que j'ai depuis toujours, depuis 25 ans. Je voyage beaucoup, on a des entreprises... tant Marcolini au Japon qu'en Chine, où il n'y a pas vraiment une culture du chocolat comme on l'a en Belgique, mais il y a une chose qui est universelle, c'est l'émotion qu'un chocolat suscite. Et ça, c'est juste extraordinaire. En tout cas, pour moi, c'est pari réussi. C'est un sacré pari d'ailleurs, parce qu'il fallait imaginer que le consommateur puisse percevoir la différence. Parce que à travailler le chocolat comme vous le faites, c'est un sacré process, ça a pris beaucoup de temps, mais comment vous avez pris ce pari? Surtout vous, Olivier, parce que vous étiez là, c'est vous qui avez dû mettre votre cachet, j'imagine, à un moment pour le suivre là-dessus. Je vais laisser regarder à César ce qui est à César. Pierre a vraiment à la fois cette capacité de créer des goûts exceptionnels, de faire des mélanges qui sont étonnants, de permettre des découvertes que personne n'avait eu l'idée d'avoir avant. Mais c'est aussi, malgré ce qu'il dit, un gestionnaire qui regarde aussi comment est-ce qu'il va pouvoir communiquer vis-à-vis de ses clients. Il est très bon dans tout ce qui est communication. Et donc on a fait particulièrement attention, parce qu'on est dans le monde du cadeau, on a fait attention à la communication. Et la communication, c'est le magasin, c'est le packaging, c'est les leaflets qui expliquent comment on fait notre démarche, c'est la communication qui est faite dans les médias pour expliquer notre démarche. Mais vous avez raison, c'est pas donner à tout le monde de goûter la différence. C'est pas donner à tout le monde. Mais il y a un apprentissage, et je pense que quand on fait nous on fait des dégustations à l'aveugle avec des gens qui s'y connaissent ou qui s'y connaissent moins, parce qu'on aime bien se jauger par rapport à d'autres, on voit quand même que, au niveau de l'émotion, au niveau de la longueur en bouche, au niveau du peu de sucre, etc., on a créé quelque chose. Ce qu'on a un peu révolutionné dans le monde du chocolat, pour exprimer ce que disait Olivier, c'est effectivement de faire... on a été précurseur dans des chocolats qui étaient plus petits. Pas parce qu'on voulait priver le consommateur et le Belge qui est un grand gourmand, mais simplement parce que je pense qu'il y a la notion de voyage. C'est de dire, au lieu de faire un chocolat qui fait 15-20 grammes, moi j'aime bien 3 petits chocolats qui me permettent de me dire, je me retrouve à Cuba, je me retrouve à Madagascar, et je me retrouve... Une grande partie de l'expérience, elle est là. C'est au lieu d'avoir une boîte avec peu de variétés, avoir beaucoup de variétés, avec une explication. En fait, vous avez su travailler le process et le produit, mais vous avez su le mettre en avant aussi. Et ça c'est une bonne combinaison, je pense. Mais en fait, ça fait partie de la complexité. On reste une PME, mais qu'une PME qui a pas mal de produits, qui a une activité saisonnière, qui a une activité qui est dans le frais, donc il faut qu'on gère la fraîcheur de nos produits. Et c'est une PME qui est à l'international, on livre au Japon, on vend au Japon, en Chine, à Dubaï, etc. Donc il y a la complexité de cela, mais on est resté dans l'âme PME, et c'est ce qui, pour faire le lien, c'est ce qui nous a rapprochés d'Odoo. Ah oui, En fait, philosophiquement, moi, on connaissait Odoo à travers ce qu'on a pu en entendre, etc. Et surtout à travers des expériences d'autres utilisateurs. Parce que mon critère principal, ça a été
en fait, de téléphoner à des gens que je connais qui sont des utilisateurs d'Odoo depuis un certain temps, etc. Et j'ai ressenti que le client était au centre de beaucoup de choses et que le client PME était au centre de beaucoup de choses, au centre de cette activité. On sent que c'est vraiment que vous avez développé des outils qui conviennent à des entreprises qui n'ont pas des structures fantastiques. Nous, on veut garder notre culture de changement, de souplesse, de créativité, d'un peu débridé. Eh bien, je pense que le produit que vous avez développé s'inspire de cette culture qui est sans doute aussi la culture d'Odoo. Oui, c'est sûr. Alors, nous, on est dans les gènes, on est vraiment PME, même si aujourd'hui on a une taille qui est un peu plus. C'est ce qu'on a senti. Et donc ça a vraiment été important dans la réflexion. En tout cas, c'était un préalable et une évidence qui s'est révélée d'ailleurs juste à l'usage au départ. Bon, il y a évidemment eu d'autres aspects, mais au départ, on était une entreprise qui avait installé il y a quelques années d'autres outils qui ne se parlaient pas évidemment. Enfin, c'était un peu bateau ce que je vais dire, mais des outils qui ne se parlaient pas, pour lesquels on avait fait quelques modifications, quelques adaptations spécifiques qu'il fallait mettre à jour avec des logiciels dont les releases exigeaient de plus en plus d'investissement et qui même nous a bloqués parce qu'à un moment donné, on reste une PME consciente de ses coûts et qui est florissante, mais on n'a pas des marges, on est dans l'artisanat, on ne vise pas à tout prix des marges énormes, on veut donner aux clients la possibilité d'acheter des produits à des conditions raisonnables, mais reste cher, mais on a des process qui sont chers, des ingrédients qui sont les meilleurs, mais aussi souvent les plus chers. Et donc, on a voulu que notre produit puisse s'adapter à tout ça. Et on a voulu avoir un produit qui était capable de gérer cette complexité. Oui, de supporter la structure, mais en même temps de rester flexible. Voilà, exactement. Et on était un peu enfermé par exemple, dans le logiciel précédent, on n'a jamais vraiment fait l'implantation de l'activité production parce que les budgets étaient devenus trop importants. Ah oui. Donc, en parlant budget, Frédéric, comment vous avez vécu l'implémentation de Odoo ? Alors nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, on a fait une implémentation très courte, en fait. On voulait commencer l'implémentation après notre saison de Pâques, parce que Pâques, évidemment, est un grand moment dans notre aspect saisonnier. Et on s'était fixé aussi, comme on a une année fiscale qui se termine au 1er juillet, de pouvoir démarrer la partie comptabilité au 1er juillet également. D'un point de vue financier, c'est plus facile. Et donc, on a vraiment fait une implémentation sur 2 mois. Je me souviens, on a commencé le 1er mai. L'implémentation avec les équipes, avec les consultants de chez Odoo, et avec comme objectif d'être live le 1er juillet, pardon. Je me souviens encore très bien, Audric, qui était notre project manager, nous a dit mais c'est presque impossible, c'est très compliqué. Alors ce qu'on avait vraiment comme objectif, c'était, on va dire, 2 objectifs principaux. C'est on voulait rester dans le standard Odoo. Donc quelque part, on n'a fait aucun développement en dehors du processus, parce qu'on s'est dit, voilà, on a une société qui, à notre sens, est peut-être complexe et tout ça, comme Olivier le mentionnait, mais je crois qu'on est une PME qui doit pouvoir rester aussi dans le cadre qui a été défini dans le système d'Odoo. D'un point de vue, c'est plus simple, mais également aussi d'un point de vue budgétaire, c'est des impacts évidemment aussi de rester standard. Deuxième chose qu'on s'était dit, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, c'était on démarre le 1er juillet, mais on a vraiment une chose pour laquelle on sera intransigeant, c'est comme on va changer dans toutes nos boutiques, dans nos 18 boutiques, on a implémenté Odoo, donc on a changé le terminal de paiement. Et vous avez des boutiques un peu partout d'ailleurs dans le monde. Hein. Alors on s'est focalisé essentiellement sur la Belgique, la France et le Luxembourg. Donc on avait 18 boutiques qu'on a ouvertes également. Donc le premier jour, on voulait que quand un client arrive, mais quelque part, on puisse lui vendre une tablette ou qu'on puisse lui vendre une maline, et que toute la transaction se fasse. Donc pour nous, c'était vraiment non négociable, c'était clairement, on ne veut pas bloquer une vente, on ne veut pas avoir ça. On a profité également pour changer tous les terminaux de paiement aussi, pour justement avoir une interface beaucoup plus opérationnelle. Donc ça, c'était vraiment notre première chose. Alors en parallèle de ça, dans le démarrage, on a également démarré toute la partie logistique. Donc le suivi des lots, également aussi toutes les commandes, que ce soit vers nos boutiques, mais également vers nos partenaires à l'étranger. Et en parallèle de ça, on a également démarré aussi toute la partie comptabilité. C'est pas mal, hein, en 2 mois. Ça a dû être sportif pour vous, non ? Ça a été relativement sportif parce que quelque part, c'était en plus du travail journalier. On n'a pas des équipes énormes, on n'a pas engagé, on va dire, 30 consultants pour venir nous aider. Mais voilà, on y est arrivé. Maintenant, on continue
pour moi, c'était le projet, le Go Live qui était le 1er juillet, est quelque part un début de va dire, notre expérience Odoo, et on va petit à petit rajouter des fonctionnalités, rajouter du reporting et rajouter également La d'autres production, modules. le marketing, on parlait. Production, les RH, tout ça va venir. Ouais, donc l'idée c'est de rajouter, on va faire du CRM pour tout ce qui est B2B, on va rajouter les ressources humaines, on va rajouter le marketing, la production va aussi venir dedans. Ça, c'est vrai que c'est un avantage d'Odoo, c'est qu'avec les applications modulaires, on peut démarrer, en choisir quelques-unes et ajouter au fur et à mesure des besoins. Ça marche assez bien comme ça. Cela dit, c'est challenging de le faire en 2 mois et de rester sur ce standard, mais je pense que c'est une très bonne approche. Je pense que le rapport qualité-prix, le changement dans l'entreprise, tout est plus facile de réduire la période, de rester sur le standard. Je pense que vous avez pris toutes les bonnes décisions, pour le dire autrement, que des projets qui tirent à rallonge parce qu'on veut aller dans chaque petit détail, etc. C'est beaucoup plus dur pour une PME qui a son day-to-day à vivre, quoi. Pour renforcer ce que vous dites, je vous rappelle les premières réunions avec vos équipes où on a fait effectivement toute cette espèce de proof of concept, de seeing is believing approche pour valider que l'application convenait bien. Moi, j'ai été totalement intransigeant. J'ai dit, on n'achètera pas une ligne de spécifique. Bon, j'exagérais un peu, mais j'ai voulu grossir le trait. Parce qu'en fait, quand j'ai parlé à d'autres utilisateurs, le seul petit regret qu'ils avaient, c'est d'avoir fait du spécifique. Oui. Parce qu'après, ils se rendent compte, on aurait quand même pu trouver une solution à l'intérieur du logiciel. Et on a trop vite dit, ouais, c'est compliqué, faites-nous un truc. C'est vrai, on retrouve souvent ça. Et le besoin des clients change avant et après qu'ils passent en production. Tout à fait. Ils ont l'impression d'avoir besoin parce qu'ils ont l'habitude de travailler comme ça dans le passé. Par contre, une fois qu'on est en production, on peut avoir d'autres besoins qu'on n'avait même pas imaginé qui peuvent arriver, et donc les repousser par la suite et travailler en phase, c'est vrai que c'est un très très bon conseil. Je crois qu'on a vraiment réussi à maintenir ce standard. Je crois qu'aujourd'hui, on a 4 lignes de code. 4 lignes de code. 4 lignes de code. 4 lignes de code. Un peu cher d'ailleurs. Et alors, quel est le résultat? Si on va demander aux utilisateurs dans les bureaux ce qu'ils ont pas, on est encore en période de transition, puisqu'ils ont eu l'implémentation à On est quelques mois. clairement en période de transition. Alors, si on regarde un peu dans les boutiques, parce que clairement, c'est on va dire, là où il y a le plus d'utilisateurs, les gens vont dire ça nous prend par rapport au système ou à l'interface qu'il y a avant, ça nous prend 2-3 clics en plus pour ouvrir la caisse le matin et pour la fermer le soir. Mais par contre, une fois qu'on est dans l'outil, c'est très user-friendly, ça fonctionne beaucoup plus simplement, c'est plus naturel, on va dire, et cette interface a été très facile d'utilisateur. On leur a donné 15 jours un outil dans une base de test pour qu'ils se familiarisent un peu, et puis après avec des formations, et puis après ils sont rentrés dedans comme spontanément en fait. On a l'impression que c'est intuitif, c'est naturel, et que ça ne demande pas... C'est comme ça qu'on voit les choses. On veut que l'outil reste un outil, et non pas quelque chose qui guide l'utilisateur. L'utilisateur finalement, pour vous, il doit conseiller le client, il doit montrer les produits, c'est beaucoup plus important que de passer du temps sur un outil bêtement. Donc vraiment, dans les boutiques, feedback très très positif. Aussi, ce qu'on voit maintenant également aussi dans la partie logistique, mais ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, ou qu'on faisait différemment, ou qu'on faisait à base d'Excel. Donc il y a vraiment une intégration entre les magasins, la logistique et les approvisionnements et tout ça. Comme on dit, on va y aller étape par étape. Donc après, on va rajouter des pistolets pour faire le picking automatique et des choses comme ça. Donc ça va petit à petit, on va dire, aller de l'avant. Et la comptabilité finance, du coup. Alors la comptabilité, voilà, là, on a démarré. Maintenant, on est en train de faire vraiment tout le processus. On a employé maintenant l'OCR, donc l'utilisation de factures. Pour nous, c'est quand même un grand achievement. Plus de papier, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas. On est vraiment dans toutes les étapes. On commence à faire maintenant les paiements automatiques aussi à partir d'Odoo et lié avec Isabelle. Ouais. Donc tout fonctionne étape par étape. Et donc maintenant, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est qu'on va commencer à développer tout le reporting qui nous permet quelque part de tirer, on va dire, un bénéfice de toutes les données qui sont dans le système en fait. Parfait. Et est-ce que vous avez vu de l'impact, vous, de votre côté opérationnel, ou chez les utilisateurs ou... Peut-être un peu tôt pour le dire. Enfin, l'impact, c'était un chouette projet pour l'entreprise. On avait quand même des outils qui étaient un peu démodés. Qui touchent à tout le département. Et c'est fédérateur, en fait. C'est un outil fédérateur. Tout le monde est venu voir. La RH, aujourd'hui, se réjouit de pouvoir implanter son système. Ils sont dans les starting blocks. Donc, il y a un impact positif sur le moral, et aussi... On sort quand même d'une situation de crise, enfin, on est tous conscients de ça. Le fait d'avoir un projet stratégique, important pour l'entreprise, qui commence par certaines fonctionnalités, qui va se développer vers la production, et puis vers l'international. On a une filiale en Chine, on a une filiale au Japon, etc. Notre ambition est d'avoir Odoo partout. Et donc, c'est un chouette projet fédérateur, et on avance. Le message dans l'entreprise, c'est malgré les difficultés, malgré que la situation n'est pas simple, il n'y a pas de touristes à Bruxelles, nous dépendons pas mal des touristes dans certains marchés, eh bien on avance, l'entreprise investit dans un chouette outil, et il y a petite fierté aussi d'investir dans
dans un outil belge. Ah, la fierté est partagée. Pouvoir travailler avec le meilleur chocolatier du monde, c'est quand même... On travaille, il y a les centaines de personnes qui sont ici, c'est chouette de se dire on a pris un logiciel dont on parle et qui est quand même né et qui se développe en Belgique. Parfait, je vous remercie tous pour cette interview, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci Fabien. Merci à tous. Merci.